Étienne Fachot, donc co-CTO de Skyload. Et aujourd'hui, je vais animer un webinaire autour des logs, du monitoring autour d'un environnement cloud native. Globalement, on va vous présenter un petit peu ce que c'est une infrastructure cloud native. Est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent déjà Kubernetes en entreprise ou pas du tout? Que je puisse un peu me projeter sur le discours, la profondeur technique. Pas en entreprise, juste en perso pour l'instant. Juste Enfin, en si, perso. j'ai commencé en entreprise, mais en- sur des trucs internes. D'accord, ok. Ça marche. Très bien. Donc, bah, vous allez voir un peu, nous, on travaille sur Cloud Native au quotidien, donc c'est un peu notre domaine. On met en place un certain nombre d'outils et aujourd'hui, bah, on va vous en présenter un. C'est Loki. Et on va voir ensemble bah, l'usage des logs dans une organisation, quelles sont leurs importances, leur importance, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous, au-delà de Loki, pour le monitoring. Et on va découvrir un peu ses composants, comment il exploite les logs, comment il les enregistre, il les stocke, etc. On va les exploiter aussi comment, avec quelle techno, quelles mécaniques vont être utilisées pour pouvoir les lire et les consulter de façon plus globale sur un cluster existant. Et puis à la fin, je vous ferai une petite démonstration sur un cluster que j'ai mis en place pour ce webinaire. Puis on aura l'occasion du coup de faire un petit débat, un petit retour questions-réponses. Alors s'il y avait eu plus de monde, on aurait mis la session à la fin, mais on peut s'arrêter en cours de route si vous le souhaitez pour échanger sur un sujet. Voilà, donc Skyload, qui on est concrètement? On est les experts DevOps and Cloud. Donc DevOps dans la mesure où on accompagne des startups, mais aussi des développeurs, des équipes techniques à construire une infrastructure qui est à la fois scalable, résiliente, mais qui facilite également le travail des développeurs. Et cloud, pourquoi? Parce qu'on travaille essentiellement avec des services cloud publics tels que AWS, GCP, Azure et Scaleway. Et on les aide à travailler dans un environnement qui est purement agnostique avec la technologie Kubernetes. Alors, qu'est-ce qu'une technologie Kubernetes et qu'une technologie cloud native? C'est une technologie qui se retrouve, quel que soit le choix que vous faites, le choix de votre fournisseur cloud, ou même si vous voulez déployer un cluster Kubernetes chez vous, c'est possible. L'agnosticité de Kubernetes vous permet ce genre d'opération. Donc, on accompagne les startups à travers plusieurs services, des services qui vont être portés soit sur de l'audit et du conseil. Ça peut être également du build, donc soit la construction d'une infrastructure from scratch, ce qui peut arriver dans le cadre d'une startup qui veut monter son projet, ou une migration, un projet déjà bien établi qui souhaite scaler et du coup a besoin de renforts pour construire un socle solide pour construire son avenir. Et ensuite, on a la partie run, où là, vraiment, on va plutôt être sur une partie euh, purement, purement suivi opérationnel en continu des services en ligne, euh, vos applicatifs VIS qui soient tout le temps en ligne, mais aussi vous accompagner dans des démarches d'évolution continue de vos plateformes. Si demain vous avez besoin de configurer, d'ajouter des nouveaux services, changer d'architecture applicative, c'est tout à fait possible. Hop, j'entends que quelqu'un souhaite nous rejoindre. Bonjour à toi, Christopher. Et donc voilà globalement le genre de service qu'on peut proposer aux startups comme aux entreprises de manière plus générale. Je vais vous donner quelques petits exemples, hein, les exemples de startups avec qui on travaille, qui sont lyonnaises, qui sont sur Paris aussi, qui sont un peu partout dans la France pour être honnête, mais aussi à l'étranger. Et voici quelques exemples de startups qui sont plus ou moins connus. Happypal, Multiplacement, Pennylane, vous avez peut-être déjà entendu ces noms-là. Donc rentrons dans le dur avec l'introduction des logs avec Loki. Alors accrochez-vous. À quoi servent les logs d'entreprise selon vous? Alors je propose de rendre ça un petit peu interactif si ça vous dit d'y répondre. Peut-être que j'ai soupçonné des usages clés dans les logs, mais pour vous, c'est ça à quoi concrètement? Alerter, surveiller et Mhm. analyser. Tout ce qui est un peu diagnostic. Tout à fait.
tout à fait, c'est une des possibilités. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser les logs dans un cadre de, de- de business intelligence? Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'installer un système de surveillance vraiment dédié à une équipe? Une équipe qui n'est pas du tout portée à la tech. C'est tout l'intérêt du coup de cette présentation. C'est que je vais vous donner un peu l'ouverture des logs, quelles sont les possibilités qu'on a à travers ces derniers. On a globalement des utilisations qui sont très variées. Pour nous, les logs n'est pas destiné qu'à du debug, n'est pas destiné aussi qu'à des alertes de sécurité ou des alertes est-ce que j'ai des erreurs qui tombent sur ma plateforme. Elles peuvent très bien être utilisées dans le cadre des équipes marketing, des équipes sales ou des product owners, ou pour carrément le pilotage d'entreprise. Alors, ça ne se fait pas comme ça, bien entendu. Ça se fait en fonction de votre métier. Si vous êtes une entreprise produit, vous êtes pilote des logs qui sont générés par vos applicatifs. Donc vous avez la possibilité, en réalité, de définir votre propre stratégie de log et de définir quelles sont les informations clés, sans forcément donner des informations confidentielles de vos utilisateurs, mais donner des informations d'usage de votre plateforme pour déterminer quelle est vraiment l'interaction globale sur ma plateforme, quelle que soit l'architecture que j'exploite. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes à l'équipe Sales et vous voulez savoir combien de personnes se sont abonnées ce mois-ci, il n'y a rien de plus vrai que de savoir, d'avoir une information via des logs qui va vous dire il y a eu un nouvel abonné, un nouvel abonnement à ce moment-là, par un utilisateur avec son identifiant à travers des logs. Donc ça permet un peu de confronter des informations qui sont plus sur un outillage propre à l'équipe avec le produit par exemple. Et donc comparer s'il n'y a pas des écarts ou identifier peut-être des informations clés comme le nombre de churn, le nombre de personnes qui ont aussi des difficultés, ça peut aider les product owners par exemple, qui ont des difficultés à comprendre une mauvaise utilisation d'une fonctionnalité à travers son parcours dans l'interface. Si tout est logué correctement, on peut comprendre où sont les limites, où sont les problématiques rencontrées dans l'expérience utilisateur. Donc il y a vraiment beaucoup d'usages possibles. On connaît 2-3 startups qui exploitent les logs uniquement dans un cadre purement BI. Donc toute leur business intelligence a été développée autour de Grafana. C'est pas courant, néanmoins ça marche très bien, ça fait des années qu'ils le font et ils continuent de développer là-dessus parce qu'ils ont cette capacité de croiser des informations provenant à la fois de logs mais aussi de leur base de données et de construire des dashboards, mais aussi des alertes autour de ces informations croisées. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu une infrastructure cloud native, comment elle se présente chez nous, dans un cadre là purement AWS. On a la frontière du cloud native à situer. On a ici dans les petits pointillés ce qu'on appelle un pool de nœuds. C'est un pool de nœuds qui va être répliqué, redondé, multi-AZ, et qui va être managé par un service qu'on appelle EKS, qui est globalement votre control plane du cluster Kubernetes et qui va gérer l'orchestration de vos nœuds au sein d'une région et au sein de votre VPC. Donc c'est des notions qui sont purement propres au cloud provider AWS, mais globalement ça vous permet de vous projeter sur à quoi ressemble une infrastructure très basique qu'on peut faire sur du AWS. Donc on a cette notion de multi-AZ. Donc contrairement à une réplication mono-AZ où on a un risque de perdre une zone de disponibilité, on a cette réplication qui nous permet de garantir la disponibilité de notre service. Mais on a aussi à chaque zone de disponibilité un NAT gateway qui permet la sortie de vos trafics sur Internet et donc de fixer votre IP de sortie. Et ensuite, on a vraiment cette notion de réseau privé, réseau public, en fonction de la criticité de vos instants, de vos payloads, de les placer dans des réseaux qui sont isolés d'Internet, isolés de toute interaction directe entre Internet, donc les utilisateurs en dehors du cloud, et le réseau privé que vous avez déployé. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble. C'est
grosso modo la même chose d'un cloud à l'autre. Y a pas, c'est juste les noms qui vont changer. Sur une instance on-premise, ça va être beaucoup plus compliqué de faire du multi-AZ par exemple. C'est pour ça que la consommation de cloud public vient répondre à ce genre de problématiques de scaling sur des zones différentes de Paris par exemple. Et du nombre de services aussi qu'il propose, qui est bien plus conséquent que ce qu'on peut le voir sur ce schéma. Globalement, un cluster Kubernetes, c'est beaucoup de choses. Quand on parle de Kubernetes, si vous allez sur le site landscape.cncf.io, le lien est en dessous, il va vous afficher toutes les possibilités. Et c'est encore pas toutes les possibilités, mais c'est tout ce que vous avez disponible, en tout cas approuvé par la CNCF, sur un cluster Kube. C'est très large. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, ça va être vraiment très porté sur la partie observabilité et monitoring. Néanmoins, sachez que des solutions, il y en a plein. L'avantage de Loki, qui appartient à une stack Grafana, a été conçu pour fonctionner sur du Kubernetes. Donc il s'intègre parfaitement à cet univers. Contrairement à des solutions un peu plus legacy, qui elles sont pluridisciplinaires et seront capables de fonctionner sur n'importe quel environnement. Nous, ça ne nous intéresse pas. Notre travail est porté sur Kubernetes. On veut perfectionner au mieux les ressources consommées par les outils qu'on déploie. Donc Loki, globalement, c'est un outil qui a été conçu autour des technologies propres à Kubernetes. Kubernetes, c'est une techno qui est développée en Go à la base. Donc Loki, à 98% de son code a été développé également en Go. Mais sachez qu'il y en a d'autres. Il y a FluentD, FluentBit, Logstash, Bits, et j'en passe. On a par exemple, j'ai mis trois colonnes pour illustrer trois éléments importants dans ce qu'est une solution de monitoring. On a la partie collect. La collect, c'est globalement comment je vais retrouver les logs sur ma machine, comment je vais pouvoir les lire et les envoyer ensuite à ce qu'on appelle un système centralisé de collecte de logs. Donc la colonne centrale, c'est quels sont les outils que j'ai à disposition pour centraliser mes informations, mes logs du moins. Et à droite, vous avez la partie exploitée, comment je vais pouvoir analyser ces logs qui ont été stockés de façon efficace. Donc normalement, votre outil centralisé, s'il est bien fait et si vous travaillez bien aussi ce qu'on appelle le parsing de log à l'entrée, à la lecture du fichier, vous allez pouvoir indexer vos logs. Donc indexer vos logs, ça veut dire quoi? Ça veut dire établir à partir d'une ligne de données brute, définir une structure de données associée à au texte brut qui a été remonté. Ça va permettre de faciliter par la suite l'exploitation de ces logs. Donc ça, c'est une étape très importante dans la construction de votre monitoring, c'est de trouver le bon format. Le bon format de données, le bon format de log que vous allez envoyer. D'autres solutions que je cite ici, parce qu'elles sont quand même omniprésentes dans les infrastructures sur lesquelles on travaille, c'est par exemple Datadog, New Relic, CloudWatch, OpenSearch. Donc OpenSearch, c'est la solution, c'est un fork de Elastic globalement, c'est juste qu'il est open source. Et Sentry aussi très utilisé pour le bug tracing et qui sert à la fois de collecteur de logs et de système d'exploitation en quelque sorte pour vos logs. Et nous, on a fait un choix parmi tout ce chaos, c'est la stack Grafana. Grafana, on a travaillé énormément sur ce produit et tous ses composants pour pouvoir être les maîtres du monitoring avec la solution Grafana. Grafana qui ouvre bien plus de portes que Loki. Je ne le présenterai pas ici, mais on a d'autres solutions. On a par exemple Tempo, on a Mimir, on a Profiler, on en a plein d'autres qui vont nous répondre à des besoins différents. Différents de supervision, d'observabilité et compagnie, des APM, etc.
Voilà. Est-ce que voilà. Donc sur cette slide, globalement, c'est extrait donc du site Cloud CNCF, où on peut voir que l'activité, donc c'est 94%, pardon, pas 98%, c'est une entreprise qui a une très forte activité, une très belle croissance, et, qui a une communauté très large dans l'évolution de cette solution qui est open source, complètement open source. Est-ce que, avant de passer à la suite, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Hop. Super. Ok, donc c'est parti. Allez, on rentre un peu plus dans les détails. Super, bon, c'est que c'est clair, tant mieux. Donc, globalement, c'est un peu croppé, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Donc, pour la partie Loki, on a cette fameuse partie collecte de données. Donc, Promtail, comme son nom l'indique, si ceux qui font du Linux reconnaîtront cette fameuse commande tail, tout ce qu'il fait simplement, c'est d'écouter les nouvelles lignes sur les fichiers. C'est qu'à chaque écriture sur le fichier, les nouvelles lignes seront captées par le système de Promtail et seront ensuite renvoyées via une simple méthode curl, une requête HTTPS, vers le point d'ingestion de Loki. Alors j'y reviendrai un peu plus précisément sur ce qui se passe dans la partie collect. Donc Loki, lui, est responsable de recevoir, quelle que soit la source, le log, ou l'ensemble de logs, parce que les logs sont envoyés en batch, c'est pas une requête, un log, sinon ce serait beaucoup trop coûteux en transaction. Et son rôle à Loki, ça va être de stocker et indexer, et ensuite, par la suite, être en mesure de retourner l'ensemble de logs qui a été stocké par la collecte. Donc une fois que c'est centralisé, qu'on a un point d'entrée, mais qu'on a aussi un point de sortie, on va avoir Grafana qui lui va être connecté auprès de Loki, qui lui va exposer donc une API indépendante qui va lui permettre de requêter Loki. Comment il requête Loki? C'est avec le système LogQL. LogQL, c'est un peu une extension, je dirais, de PromQL, ou PromQL sur Prometheus, c'est un ensemble de grep, globalement, mais avec un système d'agrégation, de filtres un peu plus évolué pour vous faciliter la tâche dans l'exploitation des logs existants. Donc les utilisateurs, globalement, n'interagissent pas directement avec Loki ni avec Promtail, bien entendu, mais ils travaillent avec Grafana. Donc Grafana, c'est le point d'entrée, votre interface, une interface qui est complètement open source, qui peut être privatisée, qui peut être aussi déportée sur la solution cloud, mais globalement c'est votre outil et c'est là-dessus que vous allez pouvoir interagir avec vos données. Concernant le back-end de stockage, ça peut être un disque dur, ça peut être n'importe quoi. J'ai mis back-end de stockage, globalement c'est un médium de stockage classique, ça peut être du S3 aussi. Nous on utilise beaucoup plus le S3 pour des simples raisons qu'on ne veut pas gérer les problématiques de volume plein. Donc on préfère utiliser le S3 et surtout c'est plus résilient d'avoir du S3 qu'un disque seul. Donc concrètement, les composants de logging, donc on a vu sur la slide d'avant qu'on avait un point d'entrée, un point d'écriture, pardon. C'était le sens d'écriture. C'est un sens d'écriture, ce qu'on appelle du coup le write path. On le retrouvera ici. La partie lecture, c'est la partie read path. Donc concrètement, quand je vais écrire sur Loki, donc quand je vais envoyer ma requête, ça va tomber sur le distributeur qui va être en mesure de basculer intelligemment mon log, mais aussi de découpler les logs en doublons sur les ingesteurs qui vont être responsables d'ingérer ces informations et de les stocker par la suite sur le back-end de stockage. D'accord ? Il y a un exemple ici, c'est Minayo. Minayo, c'est un équivalent S3, mais privatisé également. C'est open source.
Et ensuite, il y a la partie rouleur, la partie rouleur, la partie queryeur et la partie query front-end qui va faciliter l'indexation et la définition de la structure de données de nos logs. On a ensuite des facilitateurs et des outils optionnels qui vont aider à faciliter la recherche de logs sur des périodes de temps beaucoup plus larges. Quand on travaille avec des volumes de logs importants, on a un cluster, je vous donne un exemple, un cluster qui ingère plus de 1,5 milliard de logs par mois. Quand on veut faire des statistiques sur des logs sur une plage de données importante, il faut être capable de faire un peu de cache. Et c'est ces outils-là qui vont vous aider, à consulter ces logs de manière efficiente. Donc c'est ici que je vais vous présenter un peu les deux modèles de déploiement de Loki. Globalement, Loki, c'est un outil qui peut être très simple à déployer comme très compliqué. Ça va vraiment dépendre de votre use case, de vos problématiques et aussi de la quantité de données à ingérer en entrée ou la quantité d'utilisateurs, ce qui peut arriver en sortie. Donc le modèle Simple Scalable, qui est une architecture basique où justement on va vouloir répliquer cette partie write un certain nombre de fois en fonction du nombre d'ingestions qu'on va avoir et une partie read qui va lui scaler la partie lecture. Donc globalement, il va regrouper dans la partie read tout ce qui concerne, donc si je reprends ce schéma, tout ce qui concerne la partie querying de notre backend de stockage. Et la partie write, c'est tout ce qui va concerner la partie ingestion des données. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le modèle le plus courant chez les startups. Parce qu'avant d'arriver aux limites de Loki, il faut y aller. Pour être honnête, c'est extrêmement résilient. J'ai pas eu le temps de faire des benchmarks, mais ça m'aurait bien plu pour donner un ordre de grandeur. Mais globalement, il faut plus se dire que la limite va être plus dans l'optimisation des coûts, où on va vouloir scaler les composants de façon appropriée pour limiter la consommation de ressources. Donc ça va être plus là les enjeux qu'au final que définir une architecture va être porté sur sa manière d'être déployée. Donc le coût de maintenance est certes beaucoup plus faible, le coût d'ownership est également beaucoup plus faible. Selon le cloud que vous allez choisir, la consommation de pod sur un modèle simple scalable est beaucoup plus réduit et le cloud provider du coup sera plus enclin à accepter sur un même nœud une instance de Loki. Donc voilà, la portée est limitée à un seul cluster par contre, c'est-à-dire que là on est sur un cluster qui est tout seul et dans lequel on va avoir un pool de nœuds dédié à la collecte de workloads applicatifs et tous ces workloads applicatifs vont envoyer leur log à un pool réservé à l'observabilité de nos instances. Voilà. Donc il y aurait Grafana, Loki et Prometheus et d'autres services par exemple. Après on a le modèle distribué. Le modèle distribué, donc, comme vous le voyez, est un peu plus riche, un peu plus complexe aussi. Nécessite, donc globalement, chaque dessin, ça représente un pod, voire plus. Et sachant que l'ingester est généralement beaucoup plus large en nombre de nœuds, en nombre de pods, pardon. Sachant qu'un ingester, en général, on va le séparer on va pas mettre deux ingesters dans le même nœud. On va en faire... c'est vraiment la section la plus gourmande, ça va être ça, avec le compactor globalement. Le compactor qui lui va se charger de compresser les données au sein du backend de stockage. Donc c'est très bien si vous êtes une grosse entreprise, que vous avez des quantités de logs à collecter et que vous êtes prêt, je dirais, à accueillir, centraliser l'ensemble des logs, quelle que soit l'origine, même si c'est en dehors du cluster, on pourrait s'imaginer d'avoir un cluster égale le même cluster Loki avec un chiffrement et une authentification via du mutual TLS dans lequel on va pouvoir faire transiter nos informations d'un cluster A à un cluster central.
Voilà pour cette présentation de l'architecture Loki. Pour la partie exploitation. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. On a le log, sur le log lui-même, on est dépendant du programme dans beaucoup de cas. Parfois, on peut le configurer. Ça va dépendre des programmes, mais on peut être amené à configurer le format de sortie. Le JSON, le log FMT, par exemple, vont être des formats standards. Log FMT a été créé par Heroku, si je ne m'abuse, qui globalement à l'origine des log systems. Et donc vont apporter un standard dans l'écriture des logs avec cette notion de clé-valeur. Donc on a la partie applicative à gauche. À gauche, on a la clé. Et à droite, ici, par exemple, on a la valeur. Et donc c'est ces éléments-là qui vont être déterminants pour structurer mon format JSON. Parfois, c'est assez brut de décoffrage, il n'y a aucune clé-valeur. Néanmoins, c'est tout à fait compatible avec Loki. C'est juste beaucoup moins pratique à exploiter. Donc c'est au niveau de Promptail qu'on peut configurer des expressions, soit des expressions régulières, soit des segments dans notre log pour définir que représente cette information à cette position de mon log et comment je peux le labelliser pour que je puisse le retrouver facilement une fois que je vais l'exploiter. Donc une fois que le choix a été fait, JSON c'est un excellent choix, LogFMT aussi. Les deux se valent. JSON c'est beaucoup plus simple, mais bon, chacun fait comme il veut. Donc quand on exploite ces logs, on doit définir une structure de données. Toute requête effectuée doit avoir au minimum un timestamp et un identifiant. Alors le timestamp est un mandatory. Un log sans savoir quand il est sorti de son stream stdout, ça n'a aucune valeur. Donc le timestamp est immutable. On en a systématiquement besoin. Et on a un identifiant. L'identifiant, c'est ce que j'appelle soit le trace ID, soit rec ID, soit ce que vous voulez. C'est l'identifiant de traçabilité pour comprendre comment vos systèmes intercommuniquent entre eux. C'est important d'avoir cette traçabilité. Je prends un exemple, Cloudflare, quand vous faites une requête sur Cloudflare, il va écrire dans l'entête HTTP un identifiant, Ray ID, qui va vous permettre de tracer à partir des logs de Cloudflare les logs de votre load balancer, par exemple, et ensuite de votre application, etc., etc. Et quand vous avez besoin d'exploiter ou de comprendre ce qui s'est passé sur une trace, vous allez pouvoir saisir cet identifiant de requête qui est l'origine d'une interaction. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous mes systèmes sous-jacents? Voilà. Donc ça va vous aider à faire un dashboard globalement. Je cherche ma requête. Il s'est passé ça dans mon worker de paiement, etc., etc. Ça peut être extrêmement puissant. Ensuite, sur la partie applicative, on va donner un peu de contexte aux actions réalisées. De manière générale, quand vous avez une bonne stratégie de développement sur la partie logging, du moins, vous allez pouvoir définir des types d'actions. Des types d'actions, c'est des clés uniques et uniques inter-services qui vont vous aider à comprendre quelle interaction a eu lieu à un instant T au moment de l'émission de votre log. Donc, si vous voulez faire des statistiques ou filtrer spécifiquement une action sur votre plateforme, c'est toujours mieux d'avoir une clé unique qu'un message qui peut varier, évoluer avec le temps selon les évolutions du système, donc de votre applicatif. Ce qui est important également, c'est de bien retenir que l'anonymat est extrêmement important si vous envisagez de passer une certification à l'échelle de l'entreprise, que ce soit de l'ISO 27001, du SOC 2, SOC 3, je ne sais pas ce que vous pourriez passer, mais c'est important de garder l'anonymat et de travailler qu'avec des identifiants, de la même façon que les identifiants de requête. Voilà. Mettez jamais dans les messages, par exemple, l'utilisateur Étienne a changé son mot de passe avec le caractère suivant. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est des choses qui arrivent, qu'on peut oublier pendant le développement.
Hop. Donc globalement, comment fonctionne la recherche? Donc la recherche, c'est un peu comme quand vous tapez une commande MySQL, vous allez écrire une structure. Une structure, donc c'est pas du langage SQL, mais c'est du langage LogQL. Et le LogQL, ça ressemble à ça. Ça ressemble à, on prend notre bloc de données structuré, et rappelez-vous, on a cette notion de clé-valeur. Ces clés-valeurs, on va les retrouver ici, au niveau de l'app. Ça va être ce qu'on appelle un label. Le label, en réalité, c'est la clé de votre log sera reportée et retraduite automatiquement par Promptail en label. Et c'est ces labels qui vont vous aider à filtrer une information spécifique qui vous intéresse. Donc, par exemple, si vous voulez chercher l'application, tous les logs d'une application spécifique, vous mettez app égale myapp. Ensuite, si vous voulez voir que les erreurs, vous mettez une virgule et vous mettez level égale error. Voilà, c'est un exemple. Si vous n'avez pas forcément de label associé au log, vous pouvez faire une recherche beaucoup plus basique avec un grep qui ressemble en fait à cette syntaxe. Après, on peut aller beaucoup plus loin. Avec ces requêtes, on peut faire des statistiques. C'est-à-dire qu'on va transformer nos logs en time series. Donc, c'est des séries de valeurs réparties dans le temps qui vont nous aider à comprendre l'évolution des logs sur un critère donné et sur des plages des intervalles donnés. Donc ici, le count-over-time, c'est ce qu'on appelle une fonction sur Grafana. Ici, on va saisir notre filtre par label. Et ici, on a les time, donc les écarts c'est les intervalles de temps entre les deux exécutions de fonction. Donc toutes les 5 minutes, je vais checker quel est le nombre de logs qui sont apparus à travers mes séries de logs sélectionnées. Après, il y en a un peu plus poussé, on peut faire de l'agrégation et des statistiques et définir aussi différentes time series, donc ces séries de données, par label. Donc, si je veux la répartition d'utilisation d'une API par organisation au sein de mon applicatif, on pourrait le faire ici, avec cette fonction by. Ensuite, on a l'analyse des performances. On pourrait aller rechercher, par exemple, si on a un indicateur au niveau de notre applicatif qui nous donne le temps de réponse de la requête ou le temps de réponse de ma communication vers Stripe, je peux aller checker quelles sont les lenteurs que j'ai avec mon applicatif ou mes intermédiaires applicatifs. Ok. Donc pour la démonstration, pas hésiter à m'arrêter si c'est pas clair ce que je tape. Globalement, ce que je vais faire ici, c'est commencer à jouer avec la console de mon cluster Kubernetes. Je vais globalement récupérer la liste des pods disponibles et on va simuler la création d'un pod qui va générer des logs. D'accord. Donc en fait, c'est un outil tout bête développé en Go qui permet de générer un certain nombre de logs sur mon cluster. Donc je vais lancer une commande globalement qui ressemble à ça. Voilà. Donc je triche un peu, je reprends mon historique. Mais globalement l'idée c'est quoi? C'est je lance un pod qui va s'appeler LogGenerator, dans lequel je vais saisir une image qui est sur Google. Donc heureusement pour nous, celui-ci n'est pas touché. Et Google Containers avec l'image en version 0.1.1. L'idée c'est que ce soit un job plus qu'un container actif. Et je lui donne l'instruction de créer 1000 lignes de log aléatoires. D'accord. Ces logs doivent être générés pendant 1 minute. Donc je vais lancer ça. Et là je vais pouvoir voir mon log. Hop. Je peux lancer quels logs. Voilà, je peux voir les logs qui se font activement sur le cluster. Et donc on a ici l'identifiant de la requête, on a la méthode, on a le chemin et on a un nombre aléatoire. Voilà, globalement. Donc c'est cette structure de données sur laquelle on va jouer.
et sur laquelle on va essayer d'extraire des informations, comme le nombre de modifications effectuées, ce genre de choses. Sur quel namespace, parce que là en fait c'est des requêtes qui vont porter sur un namespace spécifique. Ça va être éventuellement, ça peut être la lenteur, la latence. On veut peut-être identifier des latences sur mes requêtes API, ce genre de choses. Voilà, on va travailler là-dessus. Voilà, donc globalement j'ai généré des logs. Sur mon cluster. Donc on voit ici, Grafana, l'interface elle est très simple. On a à gauche la possibilité de découvrir, de créer des dashboards. On a la partie Explore, la partie Alerting, ce genre de choses. On ne va pas les présenter ici. On a la partie Explore, c'est le point d'entrée, en fait, avec vos connecteurs. Donc c'est ici, vous allez pouvoir choisir Loki, qui sera votre source de données. Et vous allez pouvoir commencer à travailler vos requêtes en partant par des filtres. Comme ici, vous allez choisir, par exemple, je veux tous les logs appartenant à un cluster, un composant, une instance ou un namespace, c'est possible. Les namespaces sont des espaces, des regroupements de ressources au sein d'un cluster cube. Ici, j'ai fait ma commande de génération de logs dans default. Donc là, techniquement, si je lance sur Run Query, on voit mes logs apparaître ici. Donc 288 plus 712, on a les 1000 logs qui ont été demandés. Donc ça ressemble à ça, hein, globalement. J'ai tous mes logs ici. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc ça part du... si on voit le redatage ici, 18h47, on va du plus récent au plus ancien. Et ce qui est intéressant, c'est la partie live en haut à droite. Cette partie live en haut à droite, en fait, elle vous permet d'écouter en temps réel tout ce qui se passe sur vos pods, quelle que soit leur localité. Donc là, j'ai lancé le mode live. Je vais relancer la même chose sur mon terminal. Et normalement, je vais avoir en temps réel tous les logs apparaître. Donc là, je vais le lancer en parallèle. Tac. Donc ça donne... Hop. Voilà. Donc là, je relance. Pas l'air d'avoir un grand succès. Invalide env. Indeed. Voilà, log generator, tout. Hop, voilà. Donc là, normalement, est-ce que ça marche? Hop, voilà. Donc là, on voit bien les logs apparaître sur la console Grafana. Donc très pratique pour débugger sans avoir forcément des accès privilégiés ou autres sur le cluster. Donc ça, c'est une des features sympas que je voulais vous présenter. Maintenant, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est plus ce moteur de recherche. Comment je vais pouvoir extraire mes informations de ces fameux logs. Alors, on a plusieurs possibilités. On a donc soit lines contain, c'est est-ce que j'ai des get. Donc je vais arrêter le stream ici. Hop. Est-ce que j'ai des get? Je peux très bien le faire là. D'accord. Donc là, quand je lance, normalement, je n'ai que mes logs qui contiennent des get. C'est pas très fiable de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que si mon get se situe dans mon texte ici, pour une raison X ou Y, bah, je vais le parser. Donc la meilleure façon de traiter ce genre de sujet, c'est de créer à partir de données brutes ma structure de données. Donc cette structure de données, ça va être défini par ces labels. Et les labels sont reportés ici. Donc là, c'est ce que Promptail a détecté comme champ. Si vous étiez sur du JSON, il le fait nativement. Il aurait traduit les labels de votre applicatif. Comme ce n'est pas le cas, il va falloir le faire à la main. Ça nous permet un peu de voir les fonctions qui sont proposées par le Loki. Donc là, on a la partie format. Le format, je peux utiliser du regex, je peux utiliser des patterns, line format, enfin vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez.
Le format JSON, c'est le plus standard. Ici, si je le lance, ça ne marchera pas puisqu'on n'est pas en JSON. Donc, faisons les choses bien. Je vais prendre le format. Et ici, on va aller loin. On va faire du regex. Donc là, je vais faire du regex. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moteur d'expression régulière qui existe depuis la naissance de... Enfin, qui existe depuis très longtemps. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça existe depuis un moment. Et on peut, en fait, avec cette mécanique, aller chercher une information très très précise avec cet outil. Donc, le regex, pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut faire peur à beaucoup, mais c'est très très puissant. Donc là, par exemple, je vais mettre mon ancrage de démarrage. Je vais dire je prends tous les caractères, quels qu'ils soient, pour ignorer ce début de caractère qui ne m'intéresse pas du tout, pour aller trouver cet identifiant qui est au démarrage. Donc là, le 769, ça va être l'identifiant. Donc je vais pouvoir mettre... hop. Alors je vais zoomer un peu pour que ce soit plus visible. Je vais mettre ici donc un point d'interrogation. Et là, je vais mettre que c'est un paramètre que je veux capturer, que je vais appeler ID. Je vais mettre /d+, donc un chiffre. Je vais mettre un espace. Je vais mettre une méthode. Hop. P. Méthode. Hop. Voilà, je vais récupérer la méthode. Donc la méthode, c'est ce qui se situe ici. Donc après mon chiffre, j'ai ma méthode. C'est soit get, soit post, soit put, etc. Hop, ça ressemble à ça. À la fin. Voilà, je vais mettre ça. Je vais enlever le filtre lines contains parce qu'on veut voir toutes les requêtes. Et je vais relancer. Et globalement, normalement, si je retourne, j'ouvre... Je vais mettre sur le code parce que peut-être qu'il y a un truc qui est déformé par le code builder. Je préfère le faire comme ça. Ok, c'est bon. Ouais, je comprenais pas. Donc ça doit être le code builder qui doit faire l'escape automatiquement. Voilà, ouais, c'est ça. Il faisait le code escape automatiquement. Je mettais les anti-slash alors qu'il fallait pas. C'est pas grave. Globalement, ça donne le résultat suivant. En effet, c'est pas la regex du siècle. Hein. En ayant fait des OCR et des modèles d'extraction de données sur des PDF, faut pas travailler comme ça. Mais c'est un exemple. Donc globalement, on a ici les méthodes qui apparaissent dans nos recherches, ce qui va nous aider du coup d'aller plus loin. Donc c'est une succession de pipes, d'aller plus loin dans notre filtre. Donc si je reviens sur le build, je vais pouvoir ajouter une nouvelle opération et dire globalement quels sont les filtres qui m'intéressent. Donc là j'ai le label filter expression, et là je vais pouvoir définir, je ne veux que les méthodes get. D'accord. Donc ça c'est la deuxième approche. Cette approche est beaucoup plus intéressante. Donc là voilà, on n'a bien que des get. Elle est beaucoup plus intéressante. Pourquoi ? Parce que si vous avez fait ce travail de parsing au préalable, ou bien que si vous avez bien travaillé le JSON ou la structure de données d'entrée, vous allez beaucoup plus facilement pouvoir exploiter les informations que vous avez là. Donc je vais vous donner d'autres tips, mais par exemple, si vous voulez faire des agrégations, vous voulez faire des rates, par exemple, le nombre de logs par seconde sur un intervalle, je vais mettre 1 minute, et que je lance. Voilà, on peut voir, bon, c'est pas la stratégie de log la plus folle qu'on ait, mais on a globalement nos logs qui sont extraits, qui nous donnent un peu une information sur la quantité de données. Alors, je vais faire une agrégation avec une somme. Voilà, je vais la placer avant. La somme du taux par seconde de logs qui sortent. Donc, normalement, ça va me donner un petit graphique. Non, c'est l'inverse du coup. C'est bien rod sum. Voilà. Hop. Donc pendant la tranche de 1 minute, on a eu des écritures, et ça s'est arrêté. Voilà. Ça a ralenti, ça a accéléré, puis ça a ralenti, globalement. Voilà pour le principe. Est-ce que c'est clair pour vous ? Du coup, je vous propose qu'on ouvre la petite séance questions-réponses.
pour que bah, voilà, éventuellement on puisse échanger sur une pratique, une approche, comment on peut faire, ce genre de choses. Je suis tout ouvert. Merci à tous pour votre écoute du coup. Alors, j'ai une question de Laurent. Est-ce qu'il gère les rétentions? Alors, les rétentions de logs, tu veux dire la durée de vie des logs? C'est bien ça? Comment elle gère? En fait, c'est au niveau de ton Manchester, c'est au niveau du moteur Loki. Tu peux paramétrer en effet euh, la durée de vie de tes logs. Donc, c'est une approche possible. Donc, tu peux lui dire automatiquement supprime les anciens logs. Sinon, tu peux le faire aussi au niveau de ton bucket. Si ton fournisseur cloud te permet de créer des cycles de vie sur tes objets, tu peux aussi dire supprime automatiquement mes chunks s'ils sont plus vieux qu'une certaine date. Tu as cette double possibilité. Ce que je recommande, c'est d'avoir plus la gestion côté Loki, puisqu'au moins il est maître de cette gestion de suppression de chunks, etc. C'est beaucoup plus sain pour le logiciel et la stabilité du logiciel de faire ainsi. Voilà. Est-ce que dans Loki, on peut différencier en fonction des conditions sur les logs? Oui, tout à fait. Bah, on avait globalement vu ensemble comment extraire un identifiant. En soi, c'est un caractère numérique. On peut faire des supérieurs ou égales à une valeur, tout à fait. On avait dit que les flottants, ça peut être la durée, par exemple, d'exécution d'une requête. On veut voir tous les logs qui ont duré plus de 500 millisecondes, par exemple. On peut utiliser des expressions de ce genre. Et même si le log ne donne pas un format idéal pour avoir qu'une valeur numérique, on peut, avec ces expressions régulières, extraire l'information qui nous intéresse justement. Sur Loki, c'est extrêmement riche en possibilités. Il faut vraiment pouvoir le tester déjà peut-être sur ses propres applications, parce que chaque applicatif a des façons différentes de fonctionner, des formats, des structures de données différentes. Et comme je l'expliquais vraiment au début de cette présentation, ça va dépendre de votre activité et de la cible aussi de ce monitoring. Vous voulez monitorer certes l'infrastructure, ça c'est une chose, mais c'est aussi notre métier. Mais vous avez aussi un métier qui a des exigences différentes dans le monitoring. Donc vous allez vraiment adapter votre stratégie de collecte de données en fonction des besoins métiers. Donc voilà, il y a vraiment cette distinction à avoir. Et c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment très attaché. C'est que les logs ne sont pas réservés qu'aux ops. Ils peuvent être aussi utilisés pour les devs, mais aussi le marketing, les customer care, n'importe quelle équipe dans l'entreprise. Bah écoutez, excellente soirée du coup à tous et merci du coup de nous avoir suivis. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qu'on fait, comment on le fait, n'hésitez pas à toquer à notre porte. À bientôt, passez une bonne soirée.